Un premier volet de cette semaine spéciale SMO consacré au glaucome. C'est parti. Bienvenue à la SMO. Here we go. 37e congrès de la SMO. Avant de parler de ce congrès, on va parler de la SMO. La SMO, c'est la société mère de l'ophtalmologie marocaine qui regroupe l'ensemble des ophtalmos du Maroc. Et depuis peu, on a sous l'égide de la SMO toutes les autres sociétés de sous-spécialité qui participent à notre... Alors justement, là, on est devant les Kakemomo, donc on va en parler un petit peu. Nous avons la SMOXO, qui est la société de surface oculaire. Nous avons la Société marocaine de vitréorétine. L'AFSORBS qui est la société de pathologie palpébrale et orbitaire, et la Société marocaine du glaucome qui participe avec nous sous forme de journées de sous-spécialité qui ont lieu le mercredi et le jeudi. Et donc on est heureux d'organiser un peu en quelque sorte la grande messe de l'ophtalmologie marocaine une fois par an. Une grosse implication des jeunes aussi. Grosse implication des jeunes, vous avez dû le voir, il y a une session qui est faite par les jeunes pour les jeunes de la SMO, qui a connu un très vif succès. Et ça fait plaisir, il y a des discussions passionnantes, il y a des tables rondes avec beaucoup de jeunes. Le thème choisi cette année, l'imagerie, c'est un thème qui plaît aux jeunes aussi parce que c'est l'avenir aussi, l'imagerie. Oui, l'imagerie connaît un développement extraordinaire depuis peu, aidé par les nouvelles technologies et par l'IA. Et donc, c'était un peu l'occasion de parler de toutes ces nouvelles imageries qui intéressent tous les segments de l'œil et toutes les pathologies de l'œil. Et donc, il fallait s'intéresser non seulement à l'apport de ces imageries, mais aussi à leur usage raisonné. Parce qu'il n'est pas question de faire de l'imagerie, toutes les imageries à tout le monde, mais de voir quelle imagerie pour quel type de pathologie. Et ça a donné lieu à des discussions vraiment intéressantes. Intéressantes et dynamiques. Et on a vu le dynamisme de l'ophtalmologie marocaine. Ce dynamisme qui est un peu poussé par les jeunes nous fait plaisir, vraiment. Escalade thérapeutique dans le glaucome, un de vos take-home messages, c'est ne pas se baser uniquement sur la pression intraoculaire et se précipiter là-dessus. Oui, évidemment. La pression intraoculaire est un élément important qui doit attirer notre attention, mais ça nécessite une analyse complète du patient avec un examen clinique complet, en passant bien sûr à la lampe à fente, faisant une gonioscopie, en analysant le nerf optique, et puis bien sûr l'interrogatoire à la recherche des facteurs de risque. Et on va intégrer cette valeur de pression intraoculaire dans un contexte lié à ce patient. Et à partir de là, donc, on demandera ou non des explorations pour confirmer ou non en cas de suspicion de glaucome, ce glaucome, et par la suite, on passe au traitement éventuellement. Vous avez dit ne pas avoir peur à la place du patient et le traiter directement par excès, sur la base de la pression intraoculaire justement. Bon, cela dépend de la valeur de la pression intraoculaire. Quand on est dans des valeurs de pression intraoculaire qui ne sont pas trop élevées et qu'il n'y a pas de facteurs de risque associés, comme les fermetures de langue, comme l'exfoliation, comme les cornées fines et puis d'autres encore, les antécédents familiaux authentifiés, donc on peut tout à fait donc prendre le temps et suivre le patient, parce que ce patient ne deviendra pas aveugle en raison d'une pression à 21-22 mm en quelques mois. Cela nécessite des dizaines d'années pour que l'altération du champ visuel s'installe véritablement. Donc, on va profiter de ce temps pour vraiment asseoir le diagnostic et le documenter avant de mettre l'étiquette glaucome sur un patient. On va parler maintenant du schéma thérapeutique que vous préconisez, mais avant, vous avez insisté sur un concept qui était le concept de pression intraoculaire cible. Oui, cette pression intraoculaire cible, elle interpelle, parce que quand on parle de pression, automatiquement on pense à un chiffre. Malheureusement, la définition de la pression intraoculaire cible ne se réfère à aucun chiffre. Elle se réfère à une situation où
la maladie s'est arrêtée de progresser ou progresse très lentement sans risque pour le patient. Donc d'un côté on a un chiffre, de l'autre côté on a une dynamique, c'est ça? Exactement, exactement. Parce que la pression, malheureusement, ce n'est pas un chiffre qu'on mesure à un instant T. Ça, il faut analyser dans son contexte sur le nictémère, sur les 24 heures, mais aussi sur une longue période et voir un petit peu le profil pressionnel du patient. Schéma thérapeutique. Dans votre sympo, vous dites on commence par de la monothérapie. Après, vous avez parlé de bithérapie, de trithérapie, et vous avez insisté sur le fait qu'additionner les molécules, ça ne veut pas dire additionner la baisse de pression. Oui, tout à fait. Donc c'est le bon sens veut que l'on commence par une monothérapie, c'est-à-dire par un seul traitement. Et puis, on voit l'efficacité de ce traitement. Si il baisse la pression dans les proportions attendues, à ce moment-là, on peut considérer que ce traitement est efficace. Maintenant, la deuxième question, est-ce qu'il le baisse d'une manière à arrêter la progression de la maladie? Ça, c'est la deuxième question. Pour répondre à cette question, il nous faut un suivi sur un moyen terme, on va dire sur quelques mois, voire quelques années. Une fois que nous avons la certitude qu'on a atteint ce niveau de stabilité avec cette monothérapie, ben on va continuer. Sinon, si on a la certitude qu'il y a une évolution, une progression, bien sûr, il faut analyser cette progression dans son ensemble avec un nouveau examen clinique, en éliminant les maladies qui peuvent s'associer et entraîner cette dégradation, donc que l'on retrouve, éliminer les artefacts, éliminer les comorbidités, éliminer des fluctuations éventuelles en multipliant les examens, et à partir de là, on peut faire passer à une bithérapie. La bithérapie, quand on commence par une bithérapie d'emblée, malheureusement, quand on a une baisse pressionnelle, on ne sait pas laquelle des molécules est responsable ou à entraîner cette baisse pressionnelle. Et puis on n'a pas l'occasion de faire un switch. Exactement. Voilà. Et alors, et puis après, quand on rajoute des thérapies, il faut faire attention à la tachyplaxie, il faut faire attention à l'observance du traitement, il faut faire attention à la tolérance aussi des traitements. Vous avez insisté là-dessus? Oui, c'est très important, la tolérance. On l'a vu déjà à travers quelques cas cliniques, que débuter un traitement, ce n'est pas anodin. On a affaire à une maladie qui est silencieuse. Il n'y a pas de signe qui alerte le patient qu'il est atteint du glaucome, il n'y a pas de rougeur, pas de larmoiement, il n'y a rien. Et puis ce patient, on va lui donner un traitement qui, au fait, va déclencher un certain nombre d'effets indésirables pour lui. Et donc, le patient, lui, il a une acuité visuelle, comme je l'ai précisé, qui est bonne, qui est à 10 dixièmes, malgré un stade avancé du glaucome. Et ce patient va passer d'un état où il était bien avec ses yeux, il voyait 10 dixièmes, avec une non-situation où il a un certain nombre d'effets secondaires qu'il va ressentir. Et il va peut-être se poser la question, quel intérêt j'ai à continuer à prendre le traitement, ce qui va influer sur l'observance et l'adhérence thérapeutique. C'est pour cela, quand on traite, il faut faire attention à ces points-là et traiter avec la molécule qui donne le moins d'effets secondaires. Et avec le patient. Bien sûr, en concertation toujours avec. À partir de quel moment on pense à la chirurgie? La chirurgie est des situations, c'est une question assez complexe. Peu de patients nécessitent la chirurgie, mais quand le patient arrive à un stade où la chirurgie devient le seul moyen pour arrêter la progression de la maladie ou préserver la vision du patient, à ce moment-là, il faut absolument parler au patient de cette option thérapeutique parce qu'elle permet de stopper l'évolution. Et ces situations se résument en un patient qui progresse malgré un traitement maximum tolérable. Ça, dans les situations où le patient est à un stade avancé, avec des antécédents familiaux qui attirent notre attention, et puis surtout lorsqu'il y a des facteurs de risque qui sont associés avec une pression intraoculaire qui reste élevée malgré un traitement maximum. Ces situations-là, il faut absolument envisager la chirurgie, en parler au patient, le préparer à cette éventualité, et la préparation passe
par le côté psychologique, mais aussi par le côté local, en donnant le traitement qui donne le moins d'effets indésirables sur la surface oculaire. En conclusion, on commence doucement, on ne se précipite pas, on commence par une monothérapie, on regarde la dynamique de la pression et on dialogue avec le patient. Oui, c'est un travail en duo entre le médecin et le patient. C'est une relation de confiance entre les deux. Et si cette relation de confiance est bonne, donc on avance tous les deux, on avance tranquillement, doucement. Et chaque décision doit être documentée, elle doit être discutée avec le patient et expliquée. Et à ce moment-là, on peut vraiment faire du bon travail et préserver la vie de nos patients. Alors vous avez modéré une grosse session glaucome et vous avez aussi présenté des cas cliniques. On a parlé de plein de choses, on a parlé de l'UBM, du champ visuel, de l'escalade thérapeutique, des pièges, de ne pas se précipiter sur le chiffre de la pression. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la synthèse. Qu'est-ce qu'on va retirer de tout ça ? Alors, la synthèse devant tout patient glaucomateux, c'est un patient, ce n'est pas un œil, ce n'est pas un chiffre tensionnel. Donc, il faut savoir que quand on donne l'étiquette du patient glaucomateux, c'est une étiquette à vie. Donc, il ne faut vraiment pas se précipiter pour dire que vous êtes glaucomateux, il faut mettre ce traitement, ça va être à vie avec une surveillance à vie. Donc, le message qu'on veut donner, c'est surtout qu'il faut prendre tout son temps. Donc il y a des facteurs de risque à examiner, il y a des facteurs cliniques à examiner, paracliniques à examiner, et il n'y a pas le feu parce que ce n'est pas une maladie qui va vous rendre aveugle du jour au lendemain. Ce n'est pas une urgence. Ce n'est pas une urgence, voilà. Donc c'est surtout les gens, ils ont peur de la cécité. Mais ça peut prendre 1-2 mois, le temps de vraiment d'avoir la certitude que c'est un glaucome. Et bien sûr, à côté, il faut éliminer les autres neuropathies. Il n'y a pas que le glaucome, comme vous avez vu dans les cas cliniques. Donc parfois des patients qui sont pris pour des glaucomes, alors c'est des faux glaucomes. Et ça peut être des urgences, genre la patiente qui avait la grosse patate de tumeur au niveau de la tête, alors qu'elle était prise pour un glaucome. Donc voilà, donc les messages qu'on voulait voir, c'est... Qu'est-ce qui fait qu'on tombe dans le piège du glaucome? C'est qu'on se focalise sur la pression? La pression, voilà. Parce que en général, que ce soit les médecins qui ne sont pas avertis ou bien les malades, c'est le chiffre tensionnel. Alors la neuropathie glaucomateuse, par définition, le glaucome c'est une neuropathie glaucomateuse dont l'élévation de la pression est un facteur de risque parmi d'autres. Voilà. Donc c'est pas la pression qui est vraiment là. Certes c'est un facteur de risque, mais n'est pas le seul. Donc ce qu'il faut retenir? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que, oui, il faut prendre la pression, il faut la corréler avec l'épaisseur de la cornée parce que c'est aussi important, parce que parfois on tombe sur des pressions qui sont sous-estimées ou surestimées, voilà, et faire voir la totalité c'est-à-dire le patient globalement, voir ce qui se passe au niveau de son segment antérieur, faire la part des choses et analyser son nerf. L'analyse du nerf, elle est très importante dans la neuropathie glaucomateuse. Et bien sûr, il y a des critères sur lesquels on se base pour dire est-ce que on est devant une neuropathie glaucomateuse ou vasculaire, ou compressive, ou toxique, ou autre chose. Donc c'est l'analyse clinique. Je me base sur l'analyse clinique. L'analyse clinique, c'est une chose. Dans les discussions, en fait, on a beaucoup parlé du patient. Il y a aussi l'adhésion du patient au traitement. Ça, c'est un volet qui est très, très important dans les maladies chroniques en général, en ophtalmologie ou ailleurs, mais surtout dans le glaucome, il faut établir une relation médecin-malade qui est très très importante. Qui dépend de quoi? Ça dépend de la personnalité du patient et comment se comporter avec ce patient. Comme vous avez vu au niveau du dernier cas, c'était un cas chirurgical, mais ce qui nous freine, c'est le profil psychologique de la patiente parce qu'on est devant une patiente qui est dans le déni, qui ne va pas adhérer. Et la chirurgie, il est difficile, donc il faut qu'elle adhère à sa chirurgie. Donc c'est pour ça que j'ai dit il faut voir le malade en totalité, pas que voilà pression, champ visuel, OCT, tu fais non, c'est parce que c'est comme j'ai dit c'est une maladie, c'est pas une cataracte, je vais l'opérer, il va voir et je vais lui donner ses lunettes et il va partir. C'est un patient que je vais avoir sur le dos toute la vie. Donc il faut vraiment cerner sa personnalité, penser à sa qualité de vie. Et cette qualité de vie, elle est très très importante parce que le champ visuel qui est altéré dans le glaucome, il va l'empêcher à marcher, à lire, à faire son sport, etc. Donc il faut vraiment ce volet de personnalité du patient à prendre en considération. C'est très important avant de se précipiter sur une prise en charge, que ce soit médicale ou chirurgicale. En conclusion, ce n'est pas une urgence, on ne se précipite pas. Ce n'est pas une urgence, il y a des urgences. Mais il y a des urgences, oui, donc voilà. Ce n'est pas une urgence, mais il y a des urgences. On ne se précipite pas et on prend en compte le profil psychologique du patient. Exact.
avec le soutien de Zeiss.